Bonjour à tous, merci d'écouter RFI. Il est 3h30 en temps universel, 5h30 à Paris. Anne Contener. Environ 200 militaires malgaches vont rester mobilisés encore une semaine dans le Grand Sud pour combattre les voleurs de zébus, suite de l'opération Coup d'arrêt qui est déjà qualifiée de succès sur le terrain par les autorités. Les réfugiés sud-soudanais qui se sont installés en Éthiopie vivent dans des conditions dramatiques. Ils souffrent de la faim. Ils doivent faire face à des épidémies de rougeole et de paludisme. Ils sont aussi menacés par le choléra. Au Mali, le représentant du gouvernement pour le dialogue a rencontré hier les partis politiques pour leur présenter le programme des discussions prévues la semaine prochaine à Alger. Mais pour l'instant, Bamako et les groupes armés du Nord ne voient pas ce rendez-vous exactement de la même manière. Les autorités malgaches ont décidé de prolonger l'opération Coup d'arrêt contre les voleurs de zébus. Elle a commencé officiellement il y a 1 mois et elle va donc durer 1 semaine de plus que prévu. Les 200 militaires mobilisés dans le sud du pays ont tué déjà des dizaines de Dahal et récupéré des armes. On fait le point avec Bilal Tarabé. D'abord, il s'agit d'éviter que l'insécurité ne revienne après le départ des militaires. Selon le commandant de gendarmerie de la région sud, le chef d'escadron Théodule Ranaivoarson, 80 militaires devraient rester sur place de manière pérenne. Il s'agit de vétérans de cette opération Coup d'arrêt. Ils seront répartis entre les villes de Béchouka et d'Amboissar Sud, soit les 2 chefs-lieux de district qui concentrent le plus d'attaques de voleurs de zébus. Ensuite, il s'agit de restaurer la confiance entre les populations locales et les militaires, accusés régulièrement de bavures ou d'exactions. Théodule Ranaivoarson assure qu'une rencontre est prévue la semaine prochaine avec les chefs coutumiers et les villageois. Il s'agira d'écouter leurs doléances. Les députés locaux et les notables sont appelés à se joindre à cette rencontre. Pendant cette opération Coup d'arrêt qui entre dans son 2e mois, selon la gendarmerie, 43 voleurs de zébus ont été tués, 2 ont été arrêtés, 655 zébus suspects ont été retrouvés, ainsi qu'une quinzaine de fusils de chasse saisis. Bilal Tarabé, Antananarive, RFI. On en sait un peu plus sur l'attaque du palais présidentiel mardi soir en Somalie. Les assaillants ont pu passer tous les contrôles de sécurité sans être complètement fouillés parce qu'ils étaient accompagnés par un homme travaillant à l'intérieur du bâtiment. Le fils de l'imam de la mosquée du palais présidentiel et neveu d'un colonel de l'armée. Après une intense fusillade, ces assaillants avaient fait exploser les explosifs qu'ils portaient sur eux dans l'enceinte du palais. En Somalie, toujours, l'ancien ministre nigérien des Affaires étrangères, Maman Sambo Sidikou, prend la tête de la mission de l'Union africaine qui est chargée de lutter contre les Chebabs. Ces dernières années, il était ambassadeur à Washington. Il entrera officiellement en fonction le mois prochain. Médecins sans frontières alerte sur les conditions de vie déplorables dans lesquelles vivent les réfugiés sud-soudanais, en particulier dans la région de Gambela en Éthiopie voisine. Presque 1 millier de personnes y arrivent chaque jour pour fuir les combats entre militaires et rebelles dans leur pays. Ils fuient aussi le manque de nourriture, mais une fois dans les camps, ils vivent toujours dans des conditions extrêmement difficiles. Aïcha Bangora. Partir de leur pays pour trouver un abri sécurisé, mais également avoir de quoi manger sainement. Les réfugiés sud-soudanais ne sont pas au bout de leur peine dans les camps à Gambela, en Éthiopie. Ils doivent désormais faire face à des épidémies. Antoine Fouché est le chef de mission de Médecins sans frontières en Éthiopie. Aujourd'hui, on a une situation qui est extrêmement importante sur le plan médical. On a aujourd'hui un retour de la rougeole, on a la malaria qui commence à augmenter avec la saison des pluies. On a le choléra qui a été déclaré officiellement depuis plusieurs semaines maintenant au Soudan et dont on craint qu'il va arriver sur Gambela. Donc la situation est très très précaire. Il affirme également que peu de regards ont été portés sur la région. De la part de la communauté internationale, on a eu finalement peu d'attention sur la crise politique au Sud-Soudan et ses conséquences humanitaires absolument dramatiques. On a eu encore moins d'attention sur les pays du pourtour qui accueillent des centaines de milliers de réfugiés dans des conditions extrêmement difficiles. Donc oui, il va falloir de l'attention si on veut pouvoir éviter une catastrophe de grande amplitude. Les ONG s'attendent à accueillir entre 300 à 350 000 réfugiés d'ici à la fin de l'année. Des prévisions théoriques, mais qui restent crédibles. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme fait part à son tour de son inquiétude concernant l'affaire Paul Mouilamboué. Ce policier congolais avait été condamné par contumace pour l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya, retrouvé mort en 2010 avec son chauffeur en République démocratique du Congo.
Depuis, le policier Mouilambou est en fuite. Il est au Sénégal actuellement, mais il a parlé à des journalistes et il a impliqué directement celui qui était chef de la police à l'époque, John Numbi. Il pourrait même être amené à répéter ses accusations devant la justice sénégalaise. Or, il y a quelques jours, la femme de Paul Mouilambou a été victime d'une tentative d'enlèvement à Lubumbashi. Et c'est ce qui préoccupe la Fédération des Ligues des droits de l'homme, comme l'explique l'un de ses responsables, Paul Nsapou. Nous sommes inquiets parce que nous pensons que les ravisseurs qui ont procédé à cette tentative d'enlèvement et d'assassinat de cette dame veulent absolument exercer une pression indirecte sur Paul Mouilambou pour qu'il n'aille pas trop loin dans son témoignage, dans sa déposition auprès des autorités sénégalaises que les parties civiles ont saisi dès lors que nous avons constaté que le procès unique qui avait été ouvert à Kinshasa, un procès trompe-l'œil, avait échoué et jeté le dossier dans le panier des oubliettes. La deuxième chose que nous craignons, c'est celle d'arracher des aveux à l'épouse de Paul Mouilambou. Ses ravisseurs et leurs commanditeurs estiment probablement qu'elle détient les informations sur le lieu où résiderait, où se cacherait Paul Mouilambou en ce moment. Voilà les deux motifs, les deux raisons qui nous font peur actuellement. Le secrétaire général de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Quelques jours après une nouvelle série d'amnisties en République démocratique du Congo, le M23 accuse le gouvernement de ne pas respecter la déclaration signée en décembre dernier à Nairobi. Elle prévoyait la fin des poursuites pour des milliers de combattants, mais pour l'instant, une centaine à peine ont bénéficié de cette mesure. René Abandi est le responsable du mouvement rebelle chargé du suivi de cette déclaration de Nairobi. D'abord, l'amnistie, ce n'était pas conditionné. Maintenant, ils distribuent comme ils veulent, quand ils veulent. Normalement, le principe de l'amnistie devait être accordé pour commencer, pour pouvoir rentrer au pays, pour commencer à résoudre les causes des conflits, à faire la paix à court et à long terme. Et l'M23 devait se transformer en parti politique avec le droit de changer ou pas le nom. Ensuite, il devait y avoir des commissions pour résoudre une série de questions convenues de commun accord durant tout le temps qu'on a discuté. Quelles sont ces structures? Une commission de réconciliation, une commission de retour des réfugiés, une commission d'enquête sur les massacres qui se sont passés dans le pays, une commission de restitution de biens volés, notamment les biens immobiliers volés dans l'Est. Maintenant, 7 mois après, on devait être quelque part en train d'évaluer ce qui est fait, mais rien n'est fait de tout ça. Officiellement, il ne reste plus qu'un mois pour bénéficier de cette amnistie et les autorités reconnaissent que le processus prend du temps parce que la plupart des combattants se trouvent au Rwanda et en Ouganda. Mais Kinshasa assure que tout est mis en œuvre pour que les engagements soient respectés. La présidente centrafricaine a reçu hier des responsables politiques et religieux pour préparer les discussions prévues dans 10 jours à Brazzaville. Les partis politiques doivent maintenant se réunir demain pour faire le point et ils décideront dans les jours à venir d'éventuelles conditions à poser pour leur participation au dialogue. En Ouganda, la police annonce avoir arrêté 3 chefs traditionnels. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans les violences qui avaient fait une centaine de morts il y a quelques jours dans l'ouest du pays. Des combats avaient opposé des hommes armés à des militaires près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Le représentant du gouvernement malien a rencontré hier les partis politiques du pouvoir et de l'opposition pour faire le point sur la situation dans le Nord. L'ancien Premier ministre, Modibo Keïta, a également évoqué avec eux les futures négociations à venir. Elles se dérouleront à Alger. Les explications de notre correspondant Serge Daniel. À ses interlocuteurs de la classe politique malienne, pouvoir et opposition, le haut représentant de l'État pour le dialogue inclusif intermalien a décrit ce que doit être l'état d'esprit des uns et des autres à quelques jours de l'ouverture des discussions d'Alger. Modibo Keïta. La solution militaire a montré toutes ses limites, et qu'il faut discuter et surtout qu'il s'agit de discussions entre les Maliens et de mettre l'accent sur la nécessité d'impliquer les populations du Nord dans la discussion des questions. Et ceux qu'on appelle les mouvements armés, ce sont des Maliens, donc c'est des pourparlers intermaliens. Je suis très optimiste. La classe politique a posé des questions, fait des observations, notamment sur la nécessité de respecter l'intégrité territoriale lors de la signature d'un futur accord. En réponse,
Le haut représentant de l'État a rassuré. Les futures discussions d'Alger se feront en 3 phases. L'adoption d'une feuille de route, l'adoption d'un préaccord et enfin la signature d'un accord. Serge Daniel Bamako, RFI. L'épidémie de fièvre Ebola continue de gagner du terrain en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé fait état de 25 nouveaux décès ces derniers jours dans les 3 pays touchés, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone et le Libéria. Depuis quelques mois, ces fièvres hémorragiques liées au virus Ebola ont causé la mort de plus de 500 personnes. Plus de 800 cas ont été recensés. Et ces derniers jours, de nouveaux cas sont apparus en Sierra Leone dans une nouvelle zone. Les explications de Jean-Paul Gonzalez, il est médecin virologue spécialiste des épidémies au sein d'une agence de santé américaine. Il ne faut pas généraliser, donc la situation est grave. Il y a 2 districts pour l'instant qui sont touchés, donc qui correspondent à des départements. Il y a le district d'origine, donc là où les cas sont arrivés de Guinée, et puis un second district, donc qui aujourd'hui a des cas beaucoup plus tardivement que le premier district, qui lui est très près de la frontière. Donc le premier district, la situation est en train de s'améliorer, au contraire. Chacun connaît sa tâche, chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a toujours un manque de moyens et manque de ressources humaines, mais en général, la situation est assez encourageante. En ce qui concerne le second, les choses se sont mises en place de façon plus difficile parce qu'on avait déjà engagé tous les moyens personnels et en matériel d'équipement sur le premier foyer épidémique. Donc c'est une période d'installation de la réponse, de la riposte contre l'épidémie et qui effectivement paraît un peu moins efficace parce que c'est sa période de mise en place. Le médecin Jean-Paul Gonzalez, virologue spécialiste des épidémies, il travaille pour l'agence de santé américaine Metabiota. Une bonne nouvelle pour les fonctionnaires au Gabon. La PIP, c'est une prime spéciale pour la performance. Les versements ont commencé au début de la semaine, mais seulement pour quelques personnes, car la plupart des fonctionnaires n'ont rien touché pour l'instant et ils sont déçus. Yves-Laurent Gomin. La pipe dans la poche, Karine et ses amis se lâchent dans un bar autour des cottises braisées. On est venu se distraire quand même pour oublier les soucis, quoi. Quelques heures plus tôt, l'ambiance était détendue au siège de leur ministère. Nous sommes en train de payer la pipe. Nous sommes plus que contents et merci pour Ali Bongo Ondimba pour cette pipe qu'il a vraiment promis et qu'il a réalisée. Certains agents ne sont pas contents des sommes perçues. On vient d'être payé, mais on n'est pas vraiment satisfait. C'est trop petit pour moi, le vieux. Il y a la disparité déjà même dans cette histoire de pipe. Nous attendons d'abord la sortie de la grille. La pipe est en fait une prime qui remplace les fonds communs, un privilège dont jouissaient 9000 fonctionnaires opérant dans des administrations dites juteuses. Une décision du président de la République élargit la nouvelle prime à 30 000 fonctionnaires. Parmi les nouveaux bénéficiaires, il y a les agents du ministère de la Culture. Depuis lundi, ils sont assidus au travail, mais la pipe ne vient pas. Nous sommes les derniers des ministères. Tout le monde est là, mais malheureusement, la pipe tarde à venir. Officiellement, l'argent est disponible pour tous les bénéficiaires. Mais le gouvernement ne dit pas pourquoi ça coince. Yves-Laurent Gomin, Libreville, RFI. Les braconniers tuent de plus en plus de rhinocéros en Afrique du Sud. Près de 560 animaux ont été tués depuis le début de l'année. Ils sont massacrés pour leurs cornes, revendus ensuite extrêmement cher en Asie. Le bilan est plus lourd que l'an dernier à la même période, alors que 2013 représentait déjà un record pour le braconnage. Merci d'écouter RFI. Il est 3h44 en temps universel. Restez sur notre antenne, l'information continue. Afrique Matin sur RFI. Anne Kantner. Dans 5 minutes, reportage au Congo-Brazzaville où les élèves reçoivent encore des leçons sur la Première Guerre mondiale. 100 ans après, les enseignants considèrent qu'il s'agit d'un moyen efficace de parler de la violence et de la nécessité de paix. À suivre également dans le prochain quart d'heure, Maman, l'essentiel de l'actualité économique africaine. Et tout de suite, le sport. Bonjour Alexandre Seban. Bonjour Anne, bonjour à tous. Alors la Coupe du Monde fait relâche jusqu'à samedi et la petite finale entre le Brésil et les Pays-Bas.
On s'intéresse justement à cette rencontre et aux suites de la défaite historique des Brésiliens. En demi-finale, c'était face à l'Allemagne. Si la formation brésilienne s'est complètement désintégrée mardi face aux Allemands, il y en a un qui reste sûr de son travail et de la qualité, en tout cas de son travail. C'est le sélectionneur brésilien, Luis Felipe Scolari, qui a apporté la dernière étoile au Brésil en 2002. Certes, il reste confiant et n'a pas présenté sa démission suite à la débâcle il y a quelques jours et évoque même le mondial 2017 en Russie. Et pourtant, les critiques ne cessent de tomber sur celui qui sera encore samedi le sélectionneur de la Seleção, Éric Mamrut. 0,7 sur 10. Telle est la note donnée à Luis Felipe Scolari par un journal brésilien au lendemain du désastre. Un autre a titré « Va brûler en enfer, Felipão ». L'agent de Neymar va encore plus loin en le qualifiant de présomptueux et de ridicule. Les critiques à l'encontre du sélectionneur viennent même des dirigeants brésiliens. Pour l'un des futurs vice-présidents de la fédération, Scolari a été trop têtu. Tout a été mal fait, le choix du groupe, la préparation et la tactique. Il est vrai que beaucoup de journalistes se sont étonnés de voir le jeune Bernard lancé à la place de Neymar et de son choix de ne pas renforcer le milieu de terrain face à la redoutable Mannschaft. Également pointé du doigt, les entraînements très légers pratiqués par Scolari durant ce mondial et la confiance maintenue à l'attaquant Fred malgré son inefficacité. Attaqué, Felipão défend néanmoins son bilan, avançant que jamais depuis 2002 le Brésil n'avait atteint une demi-finale de Coupe du Monde. Selon lui, tout n'a pas été si mauvais, à l'exception, dit-il, de ces 6 minutes de coupure générale au cours desquelles la Seleção a encaissé 4 buts. Scolari qui ajoute que son nouveau rêve est de décrocher la 3e place du tournoi samedi. Ce n'est qu'après qu'il évoquera son avenir avec la fédération brésilienne. Éric Mamrut, Rio de Janeiro, RFI. La petite finale, comme on la surnomme, se disputera donc samedi à 20h, temps universel au stade Mané Garrincha de Brasilia. À suivre en direct et en intégralité sur l'antenne des RFI, bien sûr, Éric Mamrut et Olivier Pron au commentaire. La finale, elle, se disputera dimanche à Rio de Janeiro, au stade Maracana. Allemagne-Argentine, coup d'envoi à 19h, temps universel, en direct, évidemment, sur l'antenne. Christophe Jousset, Philippe Zigraf, au micro, accompagné de David Kalfa et Carlos Pizarro pour récolter toutes les réactions d'après-match, des réactions que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le www.rfi.fr, rubrique Coupe du Monde, bien sûr. Et pendant ce temps, Alexandre, on s'organise pour la reprise des championnats. Elle aura lieu dans quelques semaines et le marché des transferts est déjà activé. Le gardien très remarqué de la sélection algérienne, Raïs Mboli, aurait été approché par l'Olympique de Marseille, son club formateur, puisqu'il y a joué en junior 4 saisons entre 2002 et 2006. Mais rien de concret, a dit son agent hier. Et quelque chose d'un peu plus concret en revanche, cette fois-ci, Alexis Sanchez à Arsenal. Eh oui, le milieu de terrain chilien du FC Barcelone s'est officiellement engagé avec les Gunners. Le joueur de 25 ans, dont la durée du contrat n'a pas été précisée, a passé sa visite médicale à Londres et rejoindra ses nouveaux coéquipiers à la fin du mois de juillet, après ses vacances post-Coupe du Monde. Évidemment, enfin, le Marocain Marouane Chamakh ne reviendra pas à Bordeaux, son club formateur. Il a prolongé de 2 ans son contrat avec le club anglais de Crystal Palace. Et puis quelques mots d'athlétisme et de la Ligue de Diamants, étape à Glasgow en Écosse aujourd'hui. Avec un retour très attendu, celui de David Rudisha. Le Kényan n'avait pas remis ses pointes de champion olympique sur le sol du Royaume-Uni depuis son 800 mètres victorieux aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Rudisha, victime en tout cas en 2013 d'une contusion osseuse et ligamentaire au niveau du genou droit, revient progressivement à la compétition. Il s'agira seulement de sa 3e course de la saison ce soir, lui qui prépare les Jeux du Commonwealth, prévus eux aussi à Glasgow du 23 juillet au 3 août. Et puis à Glasgow, d'autres athlètes de prestige s'aligneront également, comme la Botswanaise Amantlé Moncho sur 400 mètres ou encore la Kenyane Obiri sur 1500 mètres qui tentera de reprendre le record du monde dont elle était détentrice jusqu'à samedi dernier. Alexandre Seban, on vous retrouve dans un peu moins d'1 heure. Plus de 30 Palestiniens ont été tués hier dans la bande de Gaza. Les bombardements israéliens ont fait 90 morts au 4e jour de l'offensive et les tirs de roquettes vers Israël se poursuivent. Plus de 120 missiles ces dernières 24 heures. Le président américain appelle les deux camps à tout faire pour protéger les civils. Il propose aussi une médiation entre le gouvernement israélien et le Hamas. Mais selon la presse israélienne, Benjamin Netanyahou écarte l'idée d'un cessez-le-feu pour l'instant, un cessez-le-feu réclamé par les Nations Unies.
En Ukraine, les séparatistes pro-russes annoncent avoir recruté des centaines de volontaires dans l'est du pays. De son côté, Kiev affirme que sa proposition de cessez-le-feu a été rejetée. Des accrochages ont eu lieu près de la ville de Donetsk où l'armée semble préparer un assaut. Les relations entre l'Allemagne et les États-Unis empoisonnées par une nouvelle affaire d'espionnage. Berlin a expulsé hier le chef des services secrets américains en Allemagne. Une mesure extrêmement rare pour l'instant. Washington n'a pas fait de commentaire officiel. Le ministre français de l'économie présente ses ambitions pour le redressement. Arnaud Montebourg prépare un projet de loi qui envisage de relancer l'activité en augmentant les investissements. Un coup de frein sur la réduction des déficits et puis des mesures pour redonner du pouvoir d'achat. Ce texte doit être présenté au Parlement à la rentrée. Et puis un mot du Tour de France, 7e étape aujourd'hui, l'une des plus longues, 235 km entre Épernay et Nancy, dans l'est du pays. Hier, c'est l'Allemand André Greipel qui a remporté l'étape, mais le maillot jaune reste sur les épaules de l'Italien Vincenzo Nibali. Comme chaque jour, reportage consacré à la Première Guerre mondiale. Vue d'Afrique, le continent n'a pas été épargné. Il reste même parfois des traces aujourd'hui. Au Congo-Brazzaville, par exemple, les vestiges de ce conflit sont de plus en plus rares et mal entretenus. Mais on n'oublie pas cette guerre meurtrière. Elle est d'ailleurs au programme des cours d'histoire. Loïcia Martial. Études du lycée Chaminade, Jérôme Natabadila, enseignant d'histoire depuis plus de 2 décennies, regarde au loin des élèves qui passent les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive. Il se souvient qu'au début de l'année, il leur a enseigné une leçon sur la Première Guerre mondiale. Une leçon qu'il maîtrise fort bien. Au sujet de cette guerre, donc, nous enseignons aux élèves que 2 blocs antagonistes s'opposent. D'un côté, nous avons les empires centraux, constitués de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, liés par ce qu'on appelle la triplice. Et de l'autre, nous avons la France, la Belgique, l'Angleterre, la Russie, la Serbie et le Japon, qui, eux, forment ce que nous appelons l'entente. Un siècle après le déclenchement de ce conflit qui s'est achevé en 1918, Jérôme Natabadila pense qu'il est toujours enseigné pour des besoins à la fois d'histoire, d'éducation et de culture de paix. Ça leur sert de leçon pour avoir une idée sur l'aspect de la violence qui n'est pas bon pour le monde, parce que ils doivent vivre dans un monde de paix. Candidat au baccalauréat, Chaleur Mouyabi, fils d'un ancien international et célèbre footballeur congolais, ne regrette pas le fait que la Première Guerre mondiale n'ait pas été retenue cette année comme un des sujets à l'examen. La Première Guerre mondiale, elle n'était pas trop sûre qu'elle pouvait venir, mais vu qu'elle fait partie du programme, on était à peu près sûr qu'elle devait venir, mais on visait plus sur l'économie du Congo et sur autre chose par rapport à l'examen passé où on était plus obligé de parler de la Chine. Les vestiges de la Première Guerre mondiale sont rares au Congo. Le plus célèbre est celui de Mbiru, au nord du pays. L'ancien combattant Claver Itoa vient de le visiter. Mbiru, qui est situé en aval de Wisso, capitale de la Sanga. C'est dans cette forteresse érigée par l'armée française où il y a eu un affrontement avec les troupes allemandes. L'état actuel de ce vestige est complètement délabré. Le monument aux morts est envahi par des racines d'arbres qui l'ont détruit. Les 3 cimetières sont visibles, mais en piteux état. Nous souhaitons que ce site historique soit réhabilité pour la mémoire collective. Au Congo, la Première Guerre mondiale est enseignée aux élèves des classes dites d'examen, le cours moyen 2e année, la 3e et la terminale. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI. Retour à présent sur le plan d'aide de la Banque mondiale dévoilé il y a quelques jours. L'institution a débloqué 15 milliards de dollars pour le continent. C'est la région du monde qui reçoit l'appui le plus important. Des détails avec Dominique Bayard. 15 milliards de dollars pour l'Afrique subsaharienne, dont 10 milliards de dons. C'est un record historique. Et une nécessité pour éradiquer une fois pour toutes la grande pauvreté d'ici 2030, comme l'ONU s'y est engagée. Les investissements dans la santé, l'éducation sont décisifs, mais un autre secteur prime, selon Bertrand Badré, le directeur financier du groupe de la Banque mondiale. L'énergie est au premier rang, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager de développement économique dans la durée si on ne résout pas la question énergétique. C'est une question qui est absolument cruciale, qui se pose dans à peu près tous les pays, à des échelles différentes, et pour nous, Banque mondiale, c'est vraiment une des priorités.
Seulement voilà, la manne fournie par la Banque mondiale est bien insuffisante à l'aune des projets gigantesques à réaliser. On a un choc extrêmement brutal depuis quelques années dans le mode de financement des infrastructures. Aujourd'hui, on a 135 milliards d'aides publiques au développement, on a 1300 milliards de flux privés. Donc c'est bien ces flux privés qu'il faut capter, qu'il s'agisse d'investisseurs institutionnels, de la diaspora. Et donc c'est comment est-ce qu'on change les règles du jeu pour mobiliser cet argent au service du développement des infrastructures en Afrique. Et ce qui est très clair aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'argent disponible. C'est un des paradoxes de la crise financière qu'on vient de vivre, c'est que les banques centrales ont injecté énormément de liquidités dans le système, que les taux d'épargne ont augmenté et qu'on a des taux d'intérêt très faibles. Donc il y a vraiment des gens qui sont à l'affût. Et c'est pour ça qu'il faut traduire la question. On a besoin de milliers de milliards de dollars d'infrastructures on a des projets à financer. Et le cœur du sujet pour moi, c'est identifier des projets et les rendre finançables. Bertrand Badré sait de quoi il parle. Il a été dans une vie antérieure banquier d'affaires. Un homme donc avisé pour composer avec un nouvel investisseur de poids sur le continent, la Chine bien sûr. La question à laquelle il faut qu'on s'adresse, c'est une question de règle du jeu. Et là aussi, il faut être modeste quand on regarde l'histoire. Les approches bilatérales des pays dits occidentaux n'ont pas toujours été exemplaires en Afrique. Donc là aussi, notre jeu en tant qu'acteur multilatéral, et la Chine est un acteur important du système Banque mondiale, il faut que tous ensemble, on apprenne les règles du jeu et qu'on voit comment faire en sorte que ça ne soit pas déstabilisateur. On a mis en place des stratégies de réduction de dette dans les années 90 et 2000. Attention à ce qu'on ne réendette pas de manière excessive des pays sur des projets qui ne sont pas intéressants, par exemple. Une mission que la banque doit accomplir avec rigueur et diplomatie, car la Chine est à la fois un pays donateur au sein de la Banque mondiale et un concurrent de l'institution. Un dossier signé Dominique Bayard. Et puis la Banque mondiale vient d'accorder un prêt de plus de 90 millions d'euros au Burkina Faso. Cette somme doit permettre de financer des projets agricoles pour améliorer la productivité dans le pays, notamment en irriguant 5000 hectares de terre et en construisant 50 magasins de stockage. Quelques mots d'économie encore pour vous dire que la production de platine se porte mal en Afrique du Sud. À cause de la grève des derniers mois, la production a baissé de quasiment 4% au mois de mai par rapport à la même période de l'an dernier. Les 3 principaux groupes du secteur ont perdu plus d'1,5 milliard d'euros. Les ouvriers, eux, ont perdu 700 millions en tout. Enfin, la filière de l'huile de palme va bénéficier de plus de 7 milliards d'euros d'investissement. Selon une étude de la banque Standard Chartered, la consommation a augmenté de 60% sur le continent, mais l'Afrique ne peut produire sur place que la moitié de ses besoins pour l'instant. Merci d'écouter RFI, 3h57 en temps universel. Tout de suite, on retrouve Maman. Alors Maman, quelquefois au Gondwana, comme ailleurs, on se retrouve avec un gouvernement de technocrates. Oui, le Gondwanais lambda ne sait plus lui-même combien de fois il a entendu ce refrain. Rassurez-vous, ce sera un gouvernement composé de technocrates. Il ne sait pas si le rassurez-vous s'adresse à lui ou à quelqu'un d'autre. Parce que, de toute façon, est-ce qu'il a le choix, lui, le Gondwanais lambda, occupé qu'il est à surveiller s'il y a de l'eau dans son robinet ou si son voisin ne va pas venir avec sa machette à la main pour lui dire gentiment faut quitter maintenant, hein. D'ailleurs, il ne sait même pas où est la plus-value entre des technocrates et les gars qui avaient avant. Ben oui, quand on dit rassurez-vous, ce sera un gouvernement de technocrates, en creux, on dit que ça ne sera pas comme avant quand il y avait un gouvernement de quoi déjà, hein? Quand ce n'est pas un gouvernement de technocrates, c'est un gouvernement de quoi? Un gouvernement de politiciens? Un gouvernement de t'as voté pour moi et je te laisse tel ministère? Un gouvernement de on a fait une coalition, j'exige des ministères où je peux manger. Un gouvernement de je te tiens, tu me tiens par la mitraillette. Un gouvernement de copains-copines, de cousins-cousines, de voisins-voisines. C'est ça le contraire d'un gouvernement de technocrates. Est-ce que c'est la même chose comme quand il y a coupure de courant ou panne de voiture ou de frigo chez toi et qu'on te dit de ne pas t'inquiéter, qu'on va t'envoyer une équipe de techniciens? C'est ça? Parce que avant,
Avant, les seuls techniciens qu'il y avait au quartier, c'était plutôt le cousin Alfred, qui a quelques notions d'électricité et de mécanique, et qui venait farfouiller dans ton moteur ou ton frigo. Il serrait un boulon ou deux, donnait un coup par-ci, un coup par-là, et après une petite prière, ton moteur ou ton frigo repartait ou pas. Hein? Tout le temps, le Gondwanais lambda entend « Oui, ne vous inquiétez pas, c'est un gouvernement resserré et composé de technocrates. » Peut-être que ce message, il n'est pas à lui adressé, le Gondwanais lambda. Il s'adresse à d'autres technocrates tout là-haut, dans les bureaux des donateurs et des donneurs d'ordre. Tu sais, ceux qui signent les chèques et les résolutions. C'est eux que ça doit rassurer de savoir qu'en face d'eux, ils auront d'autres technocrates comme eux, avec lesquels ils parleront Excel, PowerPoint, indices de ceci ou de cela et chiffres macroéconomiques. Bon, espérons juste que le technocrate saura comment rétablir le courant là où il a été coupé et qu'il pourra remettre de l'huile dans le moteur des rapports de bon voisinage. Merci Maman, on vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle chronique. D'ici là, ne bougez pas, tout de suite,